Bon, bonjour tout le monde. Écoutez, merci à la Fondation de m'avoir invité de venir vous rencontrer, de présenter le projet que nous pilotons avec mon collègue Jerry Bédard, là, qui est le cerveau clinique dans toute cette aventure, et puis d'autres collaborateurs qui sont dans la salle. Et je regarde la salle, on me dit qu'il y a environ 175 personnes inscrites au forum. Ça veut dire que si on était représentatif de l'état de santé de la population canadienne, il y a 5 personnes ici dans la salle qui consommeraient autant de lits que tout le reste de la salle. Et c'est des chiffres là, qui sont démontrés, on va vous les montrer. Et un des objectifs que j'ai ce matin avec vous, c'est de vous faire la démonstration qu'en s'occupant de manière prioritaire de ces 5 personnes-là, qui sont pour 4 d'entre elles des malades chroniques complexes, que nous sommes capables d'offrir des services de prévention, de dépistage et de suivi de l'ensemble des besoins de santé en maladies chroniques dans cette salle. Alors, qu'est-ce que le programme Santé Concerto? Bien, c'est très simple. C'est une population de 50 000 personnes qui est inscrite auprès de 3 groupes de médecine de famille. Pourquoi 50 000? Bien, c'est un chiffre qui nous apparaît suffisamment gros pour produire des données significatives, puis pas trop gros pour décourager les acteurs de prendre cette population en charge. Des gens qui sont inscrits donc auprès de groupes de médecine de famille, qui sont soutenus, ces médecins de famille, par une équipe interdisciplinaire complète, donc infirmières, physiothérapeutes, ergothérapeutes, pharmaciens, nutritionnistes, kinésiologues, travailleurs sociaux, psychologues, et des gens aussi qui sont soutenus par un système d'information qui permet d'adapter la pratique là, ou de l'adapter à la pratique en première ligne. C'est une dimension très importante. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que ce projet a un statut de projet de démonstration en vertu d'une entente que nous avons conclue avec le ministère de la Santé, l'Agence de santé de la Notière, la région où on est, et le Centre de santé de la Notière, qui est représenté aujourd'hui par M. Jacques Couillard, là, qui va vous raconter comment c'est travailler dans un contexte comme ça avec Concerto. Il est dans le fond de la salle, là-bas, à droite. Donc, oui, OK. Donc, une entente qui donc donne une gouverne de nature publique à ce projet-là, même si l'initiative vient de mon petit groupe. C'est vraiment calqué sur la loi de la santé et des services sociaux au Québec. Et puis donc, c'est régi en vertu de valeurs cliniques et de valeurs publiques pour en faire un succès. Les conditions chroniques qu'on veut couvrir à terme sont celles qui sont énumérées ici au tableau. Au moment où on vous parle, les trajectoires de soins pour le diabète, pour l'hypertension artérielle, pour la dyslipidémie, pour la maladie pulmonaire obstructive chronique et pour l'asthme sont en vigueur actuellement. Nous allons implanter d'ici le mois de juin 2 autres trajectoires supplémentaires, soit l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale chronique. Et au mois de cet automne, nous allons avoir tout le volet santé mentale, donc tous les projets de santé mentale qu'on rencontre couramment en pratique de clinique privée chez le généraliste et tous les troubles de déficit de l'attention autant chez l'enfant que chez l'adulte. Bon, évidemment, on m'a demandé d'insister sur les pratiques innovantes du projet. Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on n'a pas inventé la théorie, on n'a pas inventé la philosophie qui est à la base de ça. Évidemment, on s'inspire du modèle de soins chroniques là, de Wagner et de sa pyramide de classification des différentes clientèles. Et évidemment, qui a une connotation canadienne avec l'ajout de la première strate là, de la population en santé. Donc, évidemment, on parle beaucoup de gestion de maladies chroniques, mais notre optique est une optique de gestion de la santé d'une population, donc ça comprend aussi les gens qui sont en bonne santé. Alors, la première innovation sur laquelle on travaille, c'est la catégorisation de ces clientèles-là. C'est une étape qui est absolument importante pour nous parce que c'est plus complexe, hein, vous le savez, que ça paraît au premier coup d'œil. À savoir qu'il y a des gens qui peuvent avoir plusieurs maladies chroniques, mais qui sont des gens qui se contrôlent très bien, qui sont très, très bien contrôlés, comme d'autres peuvent avoir 1 ou 2 problèmes de maladies chroniques, puis qui appartiennent à une classe là, qui est supérieure, là, que ce soit des gens au risque de complications ou des gens qui sont atteints de problèmes complexes. Donc, cet exercice-là nous permet de classifier les gens, puis surtout de prévoir que, de l'autre côté, qu'il faut adapter la réponse à ces besoins de service-là en fonction de leur degré de complexité.
Alors, ce qui nous obsède dans le projet, c'est de cesser de dire qu'on traite des diabétiques ou des insuffisants cardiaques ou des gens qui ont des problèmes de santé mentale. C'est qu'on traite des gens qui ont une ou plusieurs de ces pathologies-là. Donc, la multichronicité est présente dans tous nos gestes. Et même au moment où on se parle, dans l'ajustement des plans de soins qu'on est en train de faire, on est en train de se rendre compte que dans les patients les plus hypothéqués, les plus vulnérables, il semble y avoir des familles de gens qui ont des caractéristiques semblables qui vont nous permettre probablement à terme, j'utilise le mot probablement parce que c'est des indices qu'on a pour le moment, d'en arriver avec des plans d'intervention communs. Et puis tout ce qui nous resterait à faire par la suite, puis je vais m'expliquer plus en détail, c'est d'ajuster l'offre de services pour chaque individu en fonction des besoins qui n'auront pas été couverts à ce moment-là. Une caractéristique aussi qui est importante, qui a provoqué un choc culturel assez important chez le C3S, là, qui nous donne le mandat d'accomplir ce projet-là, c'est que le C3S, non seulement continue à offrir tout son plateau technique, les services de ses médecins spécialistes aux médecins dans la communauté, mais il a conclu une alliance stratégique avec les médecins des cabinets privés pour délocaliser la production de services du C3S vers le GMF. Alors, de manière concrète, les gens du C3S, qui demeurent des employés du C3S, les mêmes conditions de travail et tout, mais ils sont sous l'autorité fonctionnelle des médecins de famille et physiquement, ils sont installés dans les cabinets privés de médecins pour vraiment avoir un contact continu avec ces médecins-là. Donc, on met à leur disposition plusieurs outils, tous basés sur les consensus canadiens, donc des protocoles et surtout un outil très, très puissant qui s'appelle la trajectoire de soins, qui vient de définir qui fait quoi quand, à quelle séquence, avec quel délai, et ainsi de suite. Il y a évidemment toute la dimension des ordonnances collectives qui, ici au Québec, est un instrument très puissant qui permet aux médecins de confier à d'autres professionnels des tâches qui, normalement, sont réservées aux médecins. Vous avez probablement des équivalences dans les autres provinces. C'est pas assez utilisé, malheureusement, chez nous, mais chez nous, c'est un levier majeur sur lequel on veut s'appuyer. Et le dernier volet, évidemment, c'est l'enseignement aux patients. Donc, on emprunte des programmes qui sont déjà existants ou on en développe, de toutes pièces. Donc, avec ce coffre à outils-là, on est capable à terme, nous sommes en plein déploiement, donc ce n'est pas tout complet, on va être capable à terme soit faire des gestes de dépistage, prévention pour le niveau 1 de cette pyramide-là, d'introduire des trajectoires de soins pour les gens qui ont 1, 2, 3 conditions de maladie chronique et qui sont bien contrôlées. Par la suite, pour les gens qui sont à haut risque de complications et les cas complexes, de faire un mélange de ces trajectoires de soins-là pour en arriver à un plan d'intervention interdisciplinaire individualisé et au tout haut de la pyramide pour les cas complexes, d'ajouter donc une infirmière qui va être chargée d'avoir un contact constant hebdomadaire avec ces patients-là qui sont très peu nombreux. On en a identifié dernièrement sur les 2 groupes de médecine de famille qui sont actuellement en marche. On a identifié 122 personnes qui sont des grands consommateurs au C3S, au centre de santé plutôt, du sud de la Naudière. L'autre chose qui est importante, une préoccupation, c'est que la population canadienne nous dit constamment sa préférence, c'est de consulter près de chez elle, près de son domicile et dans des cabinets privés. Si les gens avaient le choix, puis d'ailleurs, quand ils ont le choix, c'est au-delà de 80% de la population qui va consommer ces services de santé courants dans un cabinet privé de médecins. Statistique Canada fait des sondages régulièrement qui démontrent cette chose-là. Alors, ça nous prend un outil puissant pour être capable de gérer ça. D'un côté, la gestion des maladies chroniques. De l'autre côté, la gestion de la santé de la population. On a la chance dans le projet d'avoir un partenaire de taille qui est assez bien connu au Canada, je crois, qui s'appelle Bell Canada, qui nous fournit la totalité de la solution. C'est une solution qui est déjà développée en Alberta actuellement. C'est le logiciel qui est produit par la compagnie néo-zélandaise Orion. Et Bell Canada nous fournit 100% de l'accompagnement pour transposer nos trajectoires de soins dans leur solution informatique. Alors, ça nous permet d'un côté de coordonner les activités, puis croyez-moi, la difficulté ou le défi d'implanter un modèle comme ça réside dans la coordination des services.
C'est pas compliqué de s'occuper des cas complexes. La complexité, c'est dans la coordination. Quand je dis que c'est pas compliqué, ce sont des gestes simples. Être capable de répondre au téléphone, être capable de donner un bon conseil, signaler une prise de poids chez l'insuffisant cardiaque qui peut conduire à un édème aigu du poumon, ou des choses comme cette nature-là. C'est pas ça qui est compliqué. C'est d'agencer l'action de tout le monde, puis de s'assurer que les gens qui ont à lâcher prise sur une chasse gardée, sur un domaine professionnel, puissent le faire, puis que les autres professionnels acceptent de prendre prise parce que c'est effrayant ou que ça fait peur, y compris aux médecins, de tout à coup se faire annoncer qu'en milieu ambulatoire, on va s'occuper des insuffisants cardiaques de stade 3, qu'on va s'occuper des gens qui ont de multiples pathologies sans toujours recourir aux médecins spécialistes, uniquement quand ce sera le temps. Alors, c'est un chambardement philosophique d'habitude qui est très, très profond. La même chose, évidemment, pour les autres professionnels de la santé. L'autre moyen qu'on va mettre en place, qui est actuellement en déploiement, un portail patient pour permettre aux gens de pousser de l'information dans leur dossier et également d'en obtenir, que ce soit de leurs résultats de laboratoire ou encore des enseignements qui vont être disponibles par le web, tout comme pour les plus malades d'entre eux, les plus vulnérables, un accès aux télésoins. Le tandem, on le sait, on le retrouve dans le modèle de soins chroniques de Wagner, très, très, très important. Le patient qui prend une décision de changer ses habitudes de vie donne des résultats exceptionnels. Le modèle paternaliste du médecin qui dicte quoi faire, c'est passé date, je vous le dis. Alors, un autre défi, travailler en interdisciplinarité, on met tous ces professionnels-là dans une salle, puis hop, ça se passe. C'est pas vrai. Les gens ne sont pas formés, ils ne savent pas comment faire pour travailler en interdisciplinarité. Et évidemment, il faut inculquer à nos gens de cesser d'être réactifs, d'attendre que les problèmes se présentent, mais plutôt de les prévenir. L'enseignement est un outil extrêmement puissant. On a la chance aussi d'avoir une association avec l'Institut de recherche clinique de Montréal qui a fait, et je vous le recommande, un petit bijou en matière de modification des habitudes de vie. Ça s'appelle Éducœur en route. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel. L'information, on pourra vous communiquer ou l'avoir, mais je pense aussi que sur le site de l'Institut de recherche, vous pouvez avoir accès à cela. Et évidemment, c'est des gens pour lesquels on se demande qu'est-ce que ça coûte la maladie chronique, c'est quoi les impacts de la maladie chronique. Donc, on veut mesurer par des sondages les coûts sociétaux rattachés à cela. Et évidemment, ce qui n'est pas sans importance, mesurer la qualité de vie, qu'elle soit perçue ou réelle, mais la qualité de vie par les patients qui sont dans ce programme-là. Un tableau de bord, nous avons un collaborateur très réputé au Québec qui est le professeur Claude Sicotte du département de l'administration de la santé à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, qui travaille avec nous pour développer un tableau de bord, donc 3 grands groupes d'indicateurs, celui sur les effets, celui sur les processus et évidemment toute la mesure des coûts sociétaux. Alors, c'est des informations, évidemment, que vous allez retrouver sur le site de la Fondation à la suite de cette présentation. Est-ce que c'est compliqué est-ce que c'est difficile, plutôt, d'implanter un modèle comme ça? C'est très difficile. Ça prend de la ténacité, ça prend de la persévérance, ça prend de la conviction, ça prend de l'amour maternel pour faire tout ça. Et si un enseignement qu'on a fait, si ce matin quelqu'un me disait « J'aimerais que tu développes le modèle chez nous, dans notre milieu », je vous dirais « Attention, ce qu'on a appris, c'est qu'il faut mesurer d'abord le degré de maturité de ce milieu-là à adopter un modèle comme ça. » Alors, on a un outil de mesure qu'on a développé par la force des choses qui nous permet d'évaluer 5 dimensions. Et puis, ça donne des images radar comme ça qui vient qualifier le degré de maturité selon ces 5 domaines-là. Par la suite, ça va nous permettre de proposer à ce milieu-là ce qu'on appelle un plan de conversion. Voici ce que vous devriez faire pour optimiser, pour mettre en place des facteurs de succès pour pas qu'on rate notre coup avec le modèle. Alors, chacun des grands domaines, structure, environnement, les outils, que ce soit informatique ou pas, les ressources humaines, que ce soit les processus ou encore le leadership, la capacité de changement, comportent chacune 3 dimensions. Et chacune de ces dimensions-là repose sur 3 à 4 volets, ce qui fait qu'on évalue environ 50 volets distincts
pour faire ce diagnostic et faire une proposition de plan de conversion. Alors, voici à quoi ça ressemblerait ou que ça ressemblera le prochain déploiement ici au Québec. Un diagnostic, un plan de conversion, et puis graduellement, au fur et à mesure que les différents secteurs deviennent à maturité, un déploiement progressif du modèle. Comment financer une telle activité? Voici une donnée dure ici au Québec. 228 124 Québécois ont été hospitalisés entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2009. C'est moins que 3 % de la population. C'est 37 % de toutes les admissions. C'est 47 % de tous les séjours d'hospitalisation, de tous les séjours, les durées de séjour, les lits, donc, les journées. Imaginez, c'est environ, juste en coût direct, 2,3 milliards de dollars. Ça monopolise 5 000 infirmières ETC. Tout ça pour un tout petit groupe de patients. Nous avons l'équivalent, on a 8 500 médecins omnipraticiens au Québec, mais c'est l'équivalent de 4 000 médecins ETC qui travaillent en milieu communautaire. Alors, si on fait une règle de 3, évidemment, les règles de 3, ça a toujours le mérite de faire une hypothèse, on peut la contester. Ça nous donnerait, pour un groupe de médecins de famille de 10 équivalents temps complet, une capacité de gain d'efficience d'environ 6,2 millions. On vise la moitié de cela. Pourquoi la moitié? Ce n'est pas tous les gens qui sont suivis par un médecin de famille. Puis, ce n'est pas tous les gens qui sont suivis par un médecin de famille pour lesquels on peut éviter des hospitalisations. Donc, 50 % nous apparaît un scénario tout à fait conservateur. Et quand on fait la revue de la littérature, c'est le cas. Alors, les gains nous permettraient de financer une équipe de soins, toujours sur une période de 3 ans, qui coûte au total 1,8 million pour le même groupe de médecine de famille. Et attention, pour s'occuper de l'ensemble de la santé d'une population en matière de prévention, dépistage et suivi des maladies chroniques. Donc, l'exemple que je prenais en introduction. Une dernière diapositive, c'est les données que nous avons au 25 janvier 2012 sur les patients qui sont suivis dans 3 trajectoires de soins, diabète, hypertension et dyslipidémie. Le groupe le plus important au centre, 38 % des gens, ont les 3 maladies. 70 % des gens sont des gens qui ont au moins 2 de ces 3 diagnostics-là. Alors, nous sommes en train de barater ou de formater les données pour nous permettre d'avoir un suivi très, très dynamique de ces gens-là, tant par les paramètres biologiques que par l'atteinte d'autres résultats cliniques. Alors là-dessus, le chronomètre m'indique qu'il vous reste encore 3 minutes pour me poser quelques questions si vous le souhaitez. Sinon, merci beaucoup de votre attention.